Donc comme nous l'avons dit la dernière fois, l'influence du catharisme aurait été catastrophique. Et donc maintenant il faut rentrer dans le détail de la chronologie, comment s'est passée cette fameuse croisade contre les Albigeois. Et cela nous montrera qu'il fallait un effort humain, militaire, religieux que la chrétienté a su déployer contre les cathares. Car il était impossible d'empêcher les conséquences désastreuses sans réprimer les cathares. On ne peut pas supprimer les désastreuses conséquences du catharisme sans s'attaquer aux cathares. Il fallait s'attaquer à la cause de ces conséquences désastreuses. C'est ce que va faire la croisade contre les Albigeois. Mais remarquons tout de suite que l'Église a hésité très longtemps avant de recourir à l'emploi de la force envers les hérétiques cathares. Il y avait plus d'un siècle que cette doctrine sévissait dans ces régions, province du Midi. Et pendant cette longue période, l'Église n'a eu recours qu'aux armes de la persuasion, de la prédication principalement. Des légats, Raoul Ardan et puis Saint Bernard lui-même est venu prêcher dans le Midi en 1153. Donc on est 70 ans avant la croisade. Ils ont parcouru les pays infectés, mais leur prédication a été vaine. Elle n'a pas eu de fruit. Et la situation n'a fait qu'empirer. Pour illustrer ce fait, voici le jugement qu'emportait le comte Raymond V de Toulouse, que nous avons évoqué la dernière fois, dans une lettre à Henri, abbé de Cîteaux. Et donc on est en 1177, donc bien avant, 30 ans avant la croisade. Les prêtres eux-mêmes, écrivait-il, se sont laissés infecter par l'hérésie. Les églises sont désertées et détruites. On refuse le baptême. On traite l'Eucharistie d'abomination. On n'estime plus la pénitence. On nie la résurrection de la chair. On repousse tout ministère sacré. Et profondément. Et ce profondément. La main puissante de Dieu et son bras terrible pourront seuls l'extirper. Là, il faut faire un gros effort. Les cœurs sont aussi durs que les pierres. Aussi, craignons-nous que le glaive spirituel ne puisse plus les sevrer de l'hérésie. Le glaive qui frappe le corps leur donnera seul un salutaire avertissement. 3 ans plus tard, donc, nous l'avons évoqué, c'est Alexandre III qui va enclencher cette croisade, mais qui aura, qui ne va pas porter les fruits, qui ne sera pas faite avec efficacité. Pendant ce même temps, il y a le légat du pape, Pierre de Castelnau, qui est avec Raoul, et puis le Jean de Saint-Paul, qui sont dans la région pour exciter les princes à mettre en œuvre cette croisade, et ainsi de chasser l'hérésie, de pacifier ensuite la terre. Il y a aussi la prédication de cet espagnol, l'évêque d'Osma, avec Saint-Dominique, qui est dans la même région, puisqu'il y avait de grands contacts entre la Navarre nord et Navarre sud, l'Aragon, puisqu'on le verra, le comte de Foix et le vicomte de Carcassonne avaient comme suzerain non pas le roi de France, mais Pierre d'Aragon, en Espagne. Donc tous ces efforts vont échouer. Michelet écrit à ce propos, « Ce n'était point des sectaires isolés, mais une église tout entière qui s'était formée contre l'église. Les biens du clergé étaient partout envahis. Donc il y a des violences. Il faut se défendre contre la violence. Le nom même de prêtre était une injure. Les ecclésiastiques n'osaient pas laisser voir en public leur tonsure. Vous savez qu'à l'époque, il y avait la tonsure était restée comme pour les moines. Ceux qui se résignaient à porter la robe cléricale, c'étaient quelques serviteurs de nobles auxquels ceux-ci la faisaient prendre pour envahir sur leur nom quelques bénéfices. Donc là encore, pas de vrai zèle, c'est toujours des intérêts très particuliers. Donc le catholicisme est en dérision et même Saint Bernard, dit-il, a été hué. Donc, si on n'écoute pas la prédication de Saint Bernard, en effet, il n'y a plus beaucoup de solutions. Le danger, on l'a vu, n'était pas que religieux. L'hérésie albigeoise était un foyer d'anarchie sociale et qui avait comme allié objectif, non pas peut-être subjectif, mais en tout cas objectif, les éléments juifs et arabes de part et d'autre à l'époque. C'était un grave danger de laisser ainsi dans le Languedoc, du côté des Pyrénées, eh bien, ce foyer d'infection sociale et religieuse. Il ne fallait pas laisser ce foyer s'établir. Donc il fallait bien remettre de l'ordre. Voilà pourquoi donc Innocent III, comme on l'a dit, eh bien, va donner toute la vigueur, redonner toute la vigueur à la croisade contre les Albigeois. Mais remarquons
que le premier sang versé ne fut pas du côté d'Innocent III, mais du côté du parti des Cathares, ce qui va créer un casus belli. Il s'agit de l'assassinat du légat pontifical, du légat du pape, Pierre de Castelnau. Celui-ci avait maintes fois pressé le comte de Toulouse, Raymond VI, de se décider pour l'Église et contre les Cathares, l'hérésie. Alors le comte avait fait des promesses, mais il tergiversait assez. Et donc, mis en demeure de s'exécuter, il se retranche derrière des faux prétextes pour gagner du temps, et qui ne sont pas jugés, bien sûr, qui sont jugés faux par le légat du pape. Donc le légat agit et va, puisque le comte de Toulouse protégeait les Cathares, eh bien, il n'était pas cathare lui-même, mais il protégeait les Cathares. Donc le légat du pape va excommunier Raymond VI de Toulouse, avec les conséquences confiscation des biens, de ses terres, etc. Donc il va simuler un repentir et il sollicite une nouvelle conférence avec le légat du pape. Le légat accepte, ça se passait à Saint-Gilles, on verra où c'est. Et lors de cette entrevue, eh bien, le comte se montre très violent, il profère contre le légat des menaces et qui vont être mis à exécution par son parti. Le lendemain, Pierre de Castelnau, qui de repasser le Rhône, eh bien, est assailli par un écuyer du comte qui lui enfonce sa lance au-dessus des côtes et la mort est quasi immédiate. Le moribond va avoir le temps de fixer son meurtrier et de lui dire « Que Dieu te pardonne comme je te pardonne ». Donc on a un martyr. Ça s'est passé le 8 janvier 1208. Donc on est à 30 ans après la première croisade de Alexandre III. Remarquez aussi que le meurtrier n'a pas été poursuivi. Un certain laxisme régnait. Il a trouvé asile auprès des amis du comte. Donc c'est l'assassinat de Pierre de Castelnau, ce moine cistercien de Fontfroide, et légat du pape, donc assassiné à Saint-Gilles en 1208 par Raymond VI indirectement, qui va pousser le pape Innocent III à prendre les choses au sérieux. Et donc à appeler les seigneurs du Nord, qui n'étaient pas infectés par l'hérésie, eh bien à prendre la croix, à se croiser contre les Albigeois. 3 mois plus tard, mars 1208, Innocent III prêche cette croisade dans le nord et dans l'est de la France. Et donc les mêmes faveurs spirituelles bien, sont attachées à la croisade contre les Albigeois qu'à la croisade qu'en Terre Sainte. Voilà. Donc maintenant on est en juillet 1209, commence vraiment la croisade, avec une grande légion de croisés qui s'avancent vers le midi et qui vont commencer à s'approcher de Béziers, qui est la clé du Languedoc. Lorsque le comte de Toulouse aperçoit cette nuée d'hommes armés, eh bien, il se hâte à se réconcilier avec l'Église. Il est un politicien avant tout. Non, j'ai compris. Donc, il fait soumission, lui. Et l'Église lui accorde son pardon. Mais la réconciliation est peu sincère, on le verra. Mais en tout cas, elle le préservait pour l'instant. Mais le jeune vicomte de Béziers et de Carcassonne, c'est le même, Raymond Roger de Trencavel, de lui plus logique de cette manière, malheureusement, et il refuse toute soumission et il refuse de livrer ses sujets cathares. Il n'est pas cathare, mais il refuse, il dit c'est chez moi et je fais ce que je veux. Donc l'armée des croisés s'est donc rangée devant Béziers, prête à l'assaut. Béziers était une plaque tournante de l'hérésie, on l'a dit, et les habitants de cette ville étaient par ailleurs capables de grandes violences, assez inouïes. 42 ans auparavant, ils ont quand même réussi à tuer dans leur église, la Madeleine, leur vicomte, un autre Trincavel, et puis quelques barons, et ils ont au passage brisé les dents de l'évêque qui s'interposait pour arrêter la baston générale. Et bon, l'évêque, il a sauté en l'air, quoi. Alors l'armée des croisés était considérable. Elle s'est installée sur de 7 km, plus de 7 km. Elle était à Saint-Ibéry, installée à Saint-Ibéry. On l'estime à 50 000, ce qui est vraiment énorme, oui. Il y avait bien sûr des seigneurs du Nord, le duc de Bourgogne, le comte de Saint-Paul, d'Auxerre, puis la petite noblesse de la région parisienne principalement, on le verra, accompagnée de soldats, de mercenaires et, insistons, c'est important pour la suite, d'une foule de pèlerins qui se sont croisés pour la circonstance à l'appel du pape. Donc à l'arrivée de l'armée, le comte de Trincavel voit que là le rapport de force est difficile, donc
il quitte la ville pour aller chercher du renfort à Carcassonne, et qui quitte la ville avec le comte, eh bien tous les juifs de Béziers quittent Béziers. Ils sentent que c'est peut-être dangereux pour eux. Toutefois, avant de commencer l'attaque, les chefs croisés envoient une délégation, l'évêque de Montpellier, pour faire des propositions aux assiégés. La grande majorité des habitants de Béziers est catholique. S'ils avaient voulu livrer les quelques hérétiques qu'il y avait dans leur ville, ça se serait arrêté là, il n'y aurait jamais eu de massacre, et le sac de Béziers n'aurait pas eu lieu. Mais par malheur, eh bien, le 21 janvier 1209, les habitants de Béziers refusent de livrer à l'évêque les 222 parfaits que l'évêque connaissait sur sa liste et qu'il demandait. Donc le lendemain, 22 juillet, des insultes sont échangées de part et d'autre entre les pèlerins de la croisade et puis les Biterrois, donc les habitants de Béziers, qui font les fiers, les fanfarons. Ils font même des sorties pour aller provoquer et puis pour bastonner. Ils en profitent pour prendre des pèlerins et puis les jeter par-dessus le pont. Bon, vous imaginez que ça laisse pas indifférent et que la réaction se fait sentir immédiatement par cette foule de pèlerins et qui veulent vengeance de ceux qui ont été lancés par-dessus le pont. Alors s'engage une mêlée qui va être très confuse et les défenseurs de Béziers vont tarder pour essayer. Ils espèrent toujours que les autres ils veulent pas fermer les portes et laisser leurs amis se faire massacrer par la foule qui est furieuse de ce qu'ils ont fait. Donc ils vont attendre, mais ils vont faire une grave erreur. Ils attendent trop et cette foule va rentrer dans Béziers. Donc là, la ville devient ville ouverte et ça va être la panique et l'affolement généralisé parce que c'était pas prévu, bien sûr, c'était pas au programme. Et là, on va avoir un chien dans un poulailler, quoi. Ça va tuer dans tous les sens. Oui, tout ce qui bouge va être tué pendant un certain temps, avant que la fatigue arrête la chose. Pendant ce temps-là, après quelques temps, les croisés qui sont bien plus hauts, à Saint-Tibéri, c'est pas à côté de Béziers, hein, c'est à l'extérieur de Béziers. Donc ils voient, ils interviennent, mais avant que le calme se fasse, en fin d'après-midi, il y aura des milliers de morts, ça c'est certain, un peu partout dans la ville. Alors le légat officiel de la croisade, Arnaud, avouera dans ses écrits, dans une lettre à Innocent III, 20 000 victimes pour ce sac de Béziers, ce qui est considérable. Mais s'il n'y a pas de raison, bien sûr, de douter de la sincérité du légat, hein, Arnaud, catholique, on peut quand même juger que ce chiffre est excessif et certainement irréaliste, et exagéré. Donc le révisionnisme est utile à cette époque aussi. Il n'y a pas que toutes les époques doivent être révisionnées. Et tout d'abord, c'est étonnant parce que 20 000 victimes pour Béziers, ça veut dire que toute la ville a été passée au fil de l'épée. Tout le monde. Ça paraît quand même en une journée, c'est difficile et puis c'est peu probable. Il y a une intervention de... Ça colle pas avec ça colle pas. Bon, c'est pas un argument définitif. Mais il y a aussi à considérer que Pierre Deveau de Cernay, qui est le chroniqueur quasi officiel de la croisade, donc parti catholique, lui parle dans ses écrits de 7000 victimes dans la seule église de la Madeleine, ce qui confirmerait le chiffre considérable des 20 000. Mais justement, ce chiffre de 7000 n'est pas réaliste. L'église de la Madeleine, dans laquelle il y aurait eu 7000 victimes, ne peut contenir que 1000 personnes. On ne peut pas tuer 7000 personnes dans un lieu qui en contient 1000. Donc on voit plutôt l'exagération du 20 000, rien que là. Et donc laissons de côté les chiffres arbitraires, laissons aussi bien sûr la propagande anticléricale qui attribue au légat du pape, alors ça on le voit ici quand on visite les lieux à Foix ou d'autres lieux en pays cathare, la fameuse soi-disant phrase du légat Arnaud Amaury qui aurait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ça plaît, et ça, je peux vous dire que ça reste dans les mémoires, cette phrase-là, vu le contexte. Cette phrase, là aussi, n'a aucune vraisemblance historique. Elle a été donnée pour la première fois par un Allemand, un auteur du XIVe siècle, donc bien plus tard, qui vivait à 300 lieues d'ici, du lieu. Donc rien de... Et non seulement témoignage très tardif et pas direct, et en plus qui contredit ce qu'on sait certainement de ce légat, qui par ailleurs, dans une autre circonstance, au sac de Minerve, eh bien les croisés demandent qu'est-ce qu'on fait des prisonniers, et le légat va être dans la clémence.
Il a ces mots, dit Pierre Vaudecernay, l'abbé fut grandement mari et il n'osa les condamner vu qu'il était moine et prêtre. Donc c'est pas un gars qui est assoiffé de sang et qui veut que la vengeance. C'est pas ça. Ce qu'on connaît de lui ne colle pas avec cette phrase stupide. Allez, tuez-les tous, on verra après. C'est n'importe quoi. Il y a que la propagande républicaine qui peut nous faire gober des trucs comme ça. Ensuite, le sac de Béziers a quand même lieu. La rivalité, c'est quand même, il y a eu des milliers de morts. Ça, il y a peu de doute sur ça. Il n'y a pas de doute. Donc après la chute de Béziers, qui fait un coup de massue dans le pays cathare, et puis surtout qui annonce la défaite du reste, parce que plusieurs seigneurs comprennent le rapport de force et donc viennent se faire leur soumission à l'autorité ecclésiastique de la croisade d'abord. Ensuite, ils se déplacent vers Carcassonne. Juste une remarque sur Rieux en Minervois, qui possède une unique et très belle église, Notre-Dame, de l'an 1000. Elle est ronde, elle est ronde avec 7 chapelles autour d'elle, un petit chef-d'œuvre de l'art roman, et très 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 rare, unique. On a 2-3 trucs comme ça en Europe, mais pas plus. Donc on arrive en 1209 à Carcassonne. Après Béziers, donc on est en août, donc un mois plus tard, même pas, 10 jours plus tard, on est à Carcassonne. Enfin, l'avant-garde en tout cas. Le 3 août, on chante le Veni Creator, chanté par les évêques, et puis c'est l'assaut qui commence sur le premier bourg qui est enlevé facilement par les croisés. Le vicomte, donc de Béziers-Carcassonne, Raymond Roger de Trincavel, va se retirer dans la cité de Carcassonne. Le 4 août, un autre faubourg est attaqué, mais il était fortifié, donc il résiste un peu plus longtemps. Et c'est là que dans les batailles va sortir du lot un croisé qui s'appelle Simon de Montfort. Jusqu'à là, il était un parmi d'autres, il n'est pas plus connu que ça. Pendant ce siège, donc, il se fait remarquer. Notons aussi que le Pierre II d'Aragon, qui est catholique, le héros qui a battu les musulmans dans la fameuse bataille de Las Navas de Tolosa, a pitié de son vassal, donc Raymond Roger de Trincavel, et vient essayer de le persuader de composer. Et comme il dira, il était triste pour lui qu'il endure tant de souffrances à cause des folles gens et de leurs folles erreurs. Laissez tomber, ils font n'importe quoi, il ses ennemis. Il a pas. Mais non, Raymond est attaché à son autorité chez lui. Il voit pas, il a le défaut des laïcistes et de l'indifférentisme, quoi. Je suis maître chez moi et c'est pas, il voit pas le bien commun. Le 8 août, donc le faubourg tombe. Mais de nuit, la garnison sur place est massacrée grâce à une sortie courageuse et audacieuse de Raymond de Trincavel, Raymond Roger. Donc c'est une demi-victoire pour le comte, mais bon, il ne fait que repousser l'échéance. Et donc il va, en échange de la liberté de ses sujets de Carcassonne, il va se constituer prisonnier. Donc la croisade accepte le marché. Donc les croisés ont la ville, mais tous ont fui, la vie sauve, il n'y a aucun hérétique qui est arrêté, bien sûr. Le vicomte va mourir captif en prison, quelques mois plus tard, de dysenterie, dans un cachot. Il était emmuré. La croisade doit alors maintenant désigner un successeur au vicomte de Béziers et de Carcassonne, qui est mort. Et puis surtout qui a été condamné aussi par complicité à l'hérésie. Alors avec l'appui du pape et du roi, la croisade a la qualité pour justement désigner un baron qui sera maître du pays conquis. Alors devant le refus des grands seigneurs qui n'ont pas d'intérêt à avoir ces terres-là, le duc de Bourgogne il ne veut pas être le comte de Béziers, ça n'a pas d'intérêt, donc il se rétracte. Il refuse cette charge, et le légat du pape, qui a remarqué les exploits et le courage de Simon de Montfort, va le proposer, et c'est Simon de Montfort qui va devenir le vicomte de Béziers et de Carcassonne. Donc Trincavel, on l'a vu, a eu le tort de sous-estimer le mal de l'hérésie et d'être attaché de manière égoïste et injuste de son pouvoir sur ses terres, envers ses sujets, même cathare. Donc il est mort. Son fils, lui, âgé de 5 ans à l'époque, a pu fuir en Espagne avec sa mère.
Et on le verra rapidement plus tard, 20 ans plus tard, donc il aura 25 ans, il va aller à la conquête de ces terres, enfin de ce qu'il estime être ses terres. Il va à un moment donné quasiment reprendre Carcassonne, reprendre aussi une bonne partie de toutes ces terres, grâce à un contexte qui va changer, enfin qui va de la guerre qui va changer, où le fils de Simon de Montfort va perdre devant Toulouse, etc. Et il fera une dernière tentative en 1240, mais qui échouera elle aussi. Et il fera sa soumission à Saint-Louis en 1247, en brisant son sceau. Donc là c'est fini, il n'y a plus de seigneur Trincavel. Il brise son sceau, et il va prendre la croix, et puis se faire croiser, mais en Terre Sainte. Et après une belle conduite face aux musulmans, eh bien Saint-Louis lui accorde de nouveau quelques terres dans le Minervois, plusieurs villages, dont le Cesseras, au sud de Minerve. Ainsi donc finit cette lignée donc des vicomtes d'Albi, et qui était devenu le maître de Carcassonne à Béziers. Alors Carcassonne est prise, mais Carcassonne n'est que la tête d'un vaste territoire dont il fallait assurer la soumission. Au nord, les montagnes noires, l'Hérault à l'est, les Pyrénées au sud, et puis les ports de Toulouse à l'ouest. Ce ne sera pas facile, on va le voir, d'autant plus que les croisés ont accompli leur vœu de quarantaine. Les croisés se sont donnés pour 40 jours. Donc en 40 jours, Béziers et Carcassonne sont tombés, mais il reste encore du travail. Et donc la plupart des croisés vont s'égayer, vont partir dans la nature, vont rentrer chez eux. Et donc l'armée de la croisade repose sur quelques petits seigneurs, donc Simon de Montfort qui reste sur place avec ses amis, Guy de Lévis, Bouchard de Marly, Guillaume de Passy, Robert Monvoisin, Alain de Roussy, quelques noms assez connus de la croisade. Donc la guerre va être plus difficile. Pendant l'hiver 1209-1210, Simon de Montfort va perdre 40 châteaux qui avaient fait leur soumission après le sac de Béziers. Vous voyez, la situation se renverse à sa défaveur. Donc la menace est réelle. Elle venait de 3 principales places. Minerve au nord, Thermes au sud et Cabaret au nord-ouest. Parlons alors du siège de Minerve. Minerve est une ville que j'ai été voir, ça fait extraordinaire de se rendre compte sur place. En effet, Minerve est imprenable. C'est un village des falaises à pic qui est isolé par 2 vallées qui font une grande gorge, fait le tour quasiment à 320 degrés du village. Donc c'est imprenable. Faire attaquer directement, c'est pas possible. Enfin, c'est aller. Donc seul le siège plus long était possible pour faire tomber la place forte. Et ce siège commence en juin 1210. Il va être long, difficile. Simon le comprend et prend la précaution de faire monter de l'artillerie. Donc là-haut, c'était pas facile. Guillaume, le seigneur du lieu, un sympathisant cathare, pas cathare lui-même, mais sympathisant, va être le défenseur déterminé de Minerve. Et il peut compter sur tous les alentours qui lui sont acquis. Donc le sort de la ville va se jouer sur son point faible, l'eau. L'eau est la période chaude. Simon de Montfort va justement diriger toute son artillerie sur le seul point d'eau possible, qui était un puits, qu'on peut voir encore, visiter. Et cela va rendre donc quasiment impossible le ravitaillement en eau. Donc les Minervois vont bien essayer quelques sorties nocturnes pour mettre le feu aux pièces de bois, mais par malchance pour eux et par chance pour les croisés, un soldat sorti pour satisfaire un besoin naturel donna l'alerte. Il découvre qu'on avait mis le feu aux machines qui, si c'était répandu, remettaient tout en cause. Après 7 semaines d'été, le 22 juillet, la ville capitule. Donc Guillaume et ses gens ont la vie sauve. Donc c'est important ces détails parce qu'on va voir que c'est pas Simon de Montfort n'est pas un assoiffé de sang qui bave la haine à toutes les routes. Ça n'a pas de sens. C'est faux. Donc la ville se rend. Guillaume le seigneur qui s'est bien battu à la vie sauve avec ses gens, ainsi que tous les habitants non hérétiques. La croisade a pour but l'hérésie, qui est destructrice de la foi et de l'ordre social. Donc les cathares réputés parfaits avaient le choix entre l'abjuration, arrêter d'adhérer à ses erreurs, ou bien le bûcher.
Et 150 eh bien, ne veulent pas abjurer, 150 vont être passés par le feu, donc par le supplice du feu. Et une croix près de l'église, sauf 3 femmes, une croix près de l'église commémore l'événement. Une fois que Minerve est tombée au nord-est, il faut aller s'occuper de nouveau de Thermes au sud. Donc ce château est à 30 km au sud de Carcassonne. Là aussi, c'est une région difficile pour s'y rendre. Simon passe par la Grâce et son abbaye renommée qui vient du sanctuaire de Notre-Dame de la Grâce. C'est une église qui était très, très ancienne, de l'époque primitive des Carolingiens. Elle est en partie visible, une petite partie est visible. Et c'est surtout au XIIe siècle que l'abbaye va être importante, à tel point qu'elle Roger II de Trincavel s'était emparé de plus de 20 châteaux appartenant à l'abbaye. Bon, en descendant donc vers le sud, avant de faire face au château de Thermes, il fallait affronter un autre petit château, mais lui aussi imprenable, sur un nid d'aigle. C'était le château de Durfort. Mais il était très petit et ne pouvait pas subir un long siège, donc il va tomber assez vite. L'obstacle passé, on continue sa route, on monte, et on arrive au château de Thermes, qui lui aussi est un rocher imprenable sur un pic rocheux. Donc Simon de Montfort y arrive durant le mois d'août 1210. Et il n'a pas assez d'hommes pour commencer un siège en bonne et due forme. Il y aura des trous partout, ça servira à rien. Donc ça va faire traîner le siège, mais des renforts de pèlerins qui passent par là vont arrêter leur pèlerinage un temps pour donner un coup de main à Simon de Montfort pour faire le siège. Et surtout arrivent avec ces pèlerins des personnages importants pour la suite, le comte de Dreux et le comte de Ponthieu, bon ça la bagarre, mais l'archidiacre de Paris et les évêques de Chartres et de Beauvais. C'est assez viril, vous allez voir, en tout cas l'évêque de Beauvais, on dit que ce dernier était un colosse qui avait assommé à coups de bâton à Bouvines le comte de Salisbury. Donc c'est l'évêque qui sait se battre aussi. Et l'archidiacre de Paris, lui, était un spécialiste de la manœuvre de l'artillerie. C'était ses compétences. Et donc ils vont réussir à neutraliser une des tours du château de Thermes. Donc après cette victoire, le siège des croisés va malheureusement piétiner en raison d'un ravitaillement défectueux. Les conditions d'approvisionnement sont très difficiles. La région est accidentée. Les chemins en plus, il y a des coups de main bien sûr pour des Cathares ou des alliés des Cathares, notamment Pierre-Roger de Cabaret, l'autre forteresse qui n'a pas encore été prise. Donc tout ça fait que le siège s'enlise. Mais au château de Thermes, la situation n'est pas non plus meilleure. Les vivres sont insuffisants et là encore, l'eau commence à manquer. C'est alors que Raymond de Thermes se résigne à traiter avec Simon de Montfort. Et voilà était le contrat. Là encore, un détail important pour juger la croisade contre les Albigeois. Quel était le contrat entre Simon de Montfort et son ennemi ? L'ennemi pouvait garder ses terres. Pourtant, il pouvait les perdre. Simon de Montfort dit non, tu gardes tes terres. Et le château appartient aux croisés jusqu'à Pâques prochain, donc quelques mois à patienter. Le temps d'empêcher ce point d'assise à l'hérésie. Donc vous voyez que le contrat est vraiment à l'avantage de Raymond de Thermes. Malgré cela, le comte va traîner à appliquer, le mettre en pratique, jusqu'au jour où Simon de Montfort le somme. Donc maintenant, c'est maintenant ou alors de nouveau on procède au siège. Et à ce moment-là va éclater un orage, comme la région en connaît, diluvien, qui va remplir toutes les citernes du château de Thermes. Donc ça relance tout. Il dit allez, ton truc tu peux te le garder, on a l'eau et on reste. Malheureusement l'eau va de nouveau s'épuiser assez vite, une question de sécheresse et de l'époque. Et donc là de nouveau le chef du château de Thermes voit que c'est pas possible, donc qu'il a perdu la bataille. Donc il va essayer de fuir une nuit, mais il va être arrêté, il ne passera pas le siège. Et là, le Simon de Montfort, pour le coup, va être beaucoup moins complaisant, parce qu'il a trahi, il lui reproche de ne pas avoir tenu sa parole. Pour un seigneur, c'est embêtant. Et donc il le condamne à la prison, dans laquelle il va mourir quelques années plus tard.
Et le 22 novembre 1210, après 4 mois de siège, eh bien, Thermes tombe et a été donné à un compagnon de Simon, à Alain de Roussy. Donc, Olivier de Thermes, le fils de Raymond, est maintenant un seigneur hérétique, donc un fédit, un banni, qui a perdu ses terres, et lui aussi, après de vaines tentatives pour récupérer ses châteaux, eh bien, fera sa soumission et va se croiser pour le Christ et va mourir en Palestine en 1275. La démolition de ce château n'a pas eu lieu sous l'époque de Simon, mais bien plus tard, au XVIIe siècle. Après donc cette victoire à Thermes, deuxième place forte qu'il fallait éradiquer, eh bien Simon profite de cette victoire pour rentrer par Arc et il va soumettre quelques châteaux entre Thermes et Carcassonne. Plus loin, il va à Custosa, où la légende anti-croisade eh bien, affirme que le château a été brûlé par Simon de Montfort, tandis que la garnison était massacrée avec tous les habitants. Et ça fait bien pour... Bon, là encore, aucun fondement, c'est une information tout à fait gratuite. Et le bon sens révisionniste nous dit que le seul récit sur cet épisode est celui de Pierre Dévaux de Cernay, qui est un témoin oculaire de la croisade contre les Albigeois et qui n'a jamais hésité à rapporter un massacre ou des événements violents. Donc il n'aurait eu aucune raison de taire celui-là. Il l'a déjà fait. Quand il y a eu des choses violentes, il le dit. Là, il ne le dit pas. C'est que ça n'a pas eu lieu. Et d'autant plus que lui-même affirme le contraire. Il raconte que quand Simon de Montfort revient de Thermes à Custosa, oui, il la trouve vide de tous ses défenseurs. Ce prétendu massacre est un mensonge historique pour salir bien sûr la mémoire de Simon de Montfort. Ensuite, il remonte vers Limoux et il passe par Alais, aujourd'hui Alais-les-Bains. La ville était alors renommée là aussi grâce à une autre abbaye, qui a eu le rang d'évêché. Les ruines de l'abbaye, regardez-les, hein, si vous ne pouvez pas y aller directement, vous regardez sur internet, elles manifestent une splendeur du roman extraordinaire. C'est rien que les ruines. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et cette abbaye a été saccagée par les protestants en 1577, qui ont fait, remarquons-le, plus de dégâts en un jour qu'en 30 ans de guerre contre les Albigeois. Et l'évêché, lui, a été supprimé en 1789. Bien. Une anecdote qui va être intéressante pour voir ce qui étaient parfois ces seigneurs cathares, ou en tout cas qui favorisaient, complaisants envers les cathares. Bien avant la croisade, en 1177, on a Bertrand de Cessac, qui est le baron, et lui, il est hérétique cathare, notoire. Et il est mécontent de l'élection du nouvel abbé à Alais. Alors il le fait emprisonner d'abord, et ensuite il fait déterrer le père abbé qui était mort. Il le fait asseoir sur un siège, sur son cadavre en tout cas, et avec cette présidence grotesque et puis macabre, eh bien il fait élire un nouveau moine qui lui est complaisant et qui va lui permettre de dilapider en quelque temps tous les biens de l'abbaye. Alors, l'évêque de Carcassonne, on réfère à l'archevêque de Narbonne, mais les deux, par crainte de s'opposer à ce puissant baron, eh bien, vont entériner la chose moyennant un dédommagement pécuniaire. L'anecdote est vraiment très intéressante parce qu'on voit à la fois le fanatisme des cathares, jusqu'où ils peuvent aller, et en même temps l'extrême faiblesse des catholiques, qui en sont devant un tel agissement, une telle perte, bon bah allez, on règle les choses uniquement de manière financière. Et rarement, vous verrez la propagande nous rappeler ces anecdotes. Ben non, il faut un méchant. Et le méchant, on le connaît, c'est Simon de Montfort. Ensuite, Limoux. Il remonte sur Limoux, vers Carcassonne, c'était la capitale de la région. La ville va se rendre sans combattre, les croisés. Donc Simon de Montfort eh bien, lui confie la garde de cette ville à Lambert de Thury, qui devient Lambert de Limoux. Mais la ville sera rasée une première fois en 1226 par châtiment, parce qu'elle avait donné armes et soutien à la révolte d'Intracavel.
Et puis une deuxième fois en 1240 pour les mêmes raisons, toujours avec son soutien à Raymond II de Trincavel. Ensuite, toujours pareil, on remonte dans Carcassonne, à Pieux. Alors là, il ne s'est rien passé, mais il s'est passé, pas à l'époque de Simon de Montfort, mais à Pieux, a eu lieu, donc dans la résidence épiscopale des archevêques de Narbonne, a eu lieu en 1225 un concile cathare. Justement, quand Trincavel reprenait du terrain, les cathares ont repris confiance au point de faire un concile dans cette région. Voilà, en 1225, donc, il y avait un retournement de situation qui était vraiment en faveur des cathares, et donc ils en ont profité. Il y avait Guy Labert de Castres, un évêque cathare, et puis Benoît de Termes, un autre évêque cathare. En réalité, 1225, on le verra, ça va être le début du chant du cygne, le déclin définitif du catharisme. Et puis en remontant, on arrive à Saint-Hilaire, avant Carcassonne. Saint-Hilaire, avec là encore une fameuse abbaye du VIe siècle, consacrée à Saint-Saturnin. Et c'était là qu'étaient enterrés les vicomtes de Carcassonne et les premiers évêques de Carcassonne, à Saint-Hilaire. Donc, il reste la troisième, pour aujourd'hui, la troisième grande place forte au nord de Carcassonne, qui est Cabaret. Donc là, on est en 1211, donc oui, ça se fait très rapidement, hein. Enfin, sur 3 ans, quoi. 1211, Simon de Montfort va essayer de parlementer, mais en vain, avec ses seigneurs. Le château appartenait à un cathare, un Bertrand de Cessac. Un hérétique notoire, lui aussi, avec toute sa famille. Donc à Cabaret, en réalité, il y avait 4 châteaux, 4 petits châteaux qui faisaient cette défense mutuelle de cet éperon rocheux. Donc un château était face au village, il s'appelait Cartin-Hou, Fleur d'Épine, un autre château, la Tour Régine, et enfin Cabaret, le plus conséquent. On y arrive donc par une route de Salsigne, Lastour, et puis là encore, donc c'est un minuscule point, mais assez fortifié, mais très petit, hein. C'était des châteaux qui contenaient 50 hommes armés, donc c'est pas grand-chose. Mais vu la place, l'emplacement était stratégique. Cabaret, ça signifie tête de bélier. Et quand on étudie le relief, ça on comprend. Et c'est donc la résidence seigneurale de Pierre-Roger de Cabaret. Donc après la chute de Minerve et de Termes, eh bien, plusieurs hérétiques se sont réfugiés à Cabaret, chez ce seigneur, à l'abri de ses 4 tours. Donc Pierre-Roger de Cabaret est un courageux seigneur, mais il est aussi sage. Et au printemps 1211, eh bien, il comprend qu'il ne pourra pas tenir seul le siège contre Simon de Montfort. Alors il tombera donc comme les autres, il le sait. Mais il avait un gros avantage sur place par rapport aux autres châteaux, c'est qu'il avait un otage de poids qui était Bouchard de Marly, un compagnon de Simon de Montfort. Alors, un beau matin, Pierre-Roger de Cabaret va trouver son prisonnier, descend dans la prison et lui parle, s'assoit à côté de lui et lui dit ceci. « Je vous sais homme de caractère, prud'homme et sincère. Vous ne ferez jamais chose qui ne soit à faire, au sens de l'honneur. Si je vous rends la liberté, je ne sais si cela me vaudra de la reconnaissance et des égards, mais j'en ferai l'épreuve. » Et Bouchard lui répond qu'il n'a jamais commis de trahison. Alors Pierre-Roger conclut « Vous ne serez plus longtemps mon prisonnier, et dès maintenant je vous livre et ma personne et mon château. » Et il fait appeler le forgeron qui lui retire ses fers, il lui fait couper les cheveux, il lui fait prendre un bain et il le revêt de vêtements et il lui donne un cheval de parade, un palefroid. Donc telle fut la manière dont Simon de Montfort va s'emparer du château tant redouté, qui était aussi très difficile. Là, une belle page de la chevalerie. Et en compensation, Pierre-Roger de Cabaret reçoit de nombreuses terres autour. Donc il n'est plus le seigneur, mais il garde encore des terres. Et rien n'indique dans l'histoire que l'amitié entre Bouchard et Pierre-Roger de Cabaret fut rompue. Et la famille des Cabaret va s'éteindre que 200 ans plus tard dans la région. À propos de la chevalerie, une anecdote importante. Simon de Montfort a dû une seule fois, utiliser la loi du talion. Et voici dans quelles circonstances. C'est en 1209 à Bram. Un seigneur, après avoir fait sa soumission
factice là encore, eh bien va rentrer en dissidence et va s'emparer d'une place forte qui était gardée grâce à une trahison qui était gardée par deux seigneurs amis de Simon de Montfort. Les deux chevaliers sont prisonniers et on leur arrache, on leur crève les yeux, on leur coupe les oreilles, on leur coupe le nez et on leur coupe la lèvre supérieure. Et on les envoie à Simon de Montfort. L'un d'eux va mourir en route de ses blessures et l'autre va survivre. Quand Simon voit ça, il souffre et il patiente. Puis la roue tourne, Bram est de nouveau reprise et là, bien sûr, le clerc qui avait trahi est pendu dans la journée même, ce qui était justice, et il y avait 100 hommes qui gardaient cette nouvelle garnison. Il va crever les yeux des 99 soldats, et le 100e, il le rend borgne, pour qu'il puisse avoir un œil pour conduire à la file indienne les 99 qui sont maintenant aveugles. Donc la leçon est terrible. C'était 2 contre 100, 100 pour 2. Mais en tout cas, ça a servi de leçon et on a retrouvé le sens, autant qu'on le peut dans la guerre, le sens de l'honneur, en tout cas le sens des mesures, et il n'y a jamais plus ensuite eu à devoir sévir de cette manière-là. Ensuite, Montréal, il y a une anecdote, un Emery de Montréal, après s'être soumis, lui aussi s'est révolté plusieurs fois contre Montfort, et il fut pris au siège de Lavore, qu'il commandait en 1211, et il a été pendu. Son fief est donné à Alain de Roussy, un compagnon champenois de Simon. En 1240, la ville va se révolter, va prendre fait et cause toujours pour ce Raymond de Trincavel, Pierre Roger, pardon, et il va s'y réfugier même après son échec devant Carcassonne. Et on va donc ordonner en conséquence la destruction de Montréal, qui sera rebâti par la suite. Un mot sur Prouille et Fongeau. Le 22 novembre 1206, c'est la première fondation de Saint-Dominique. Ce sont les 9 premières moniales dominicaines, sont en fait 9 cathares convertis, femmes de la noblesse cathare. Et 50 ans plus tard, on en comptera 150, donc une explosion de cet ordre à l'époque. Et puis le 15 août 1217, c'est à Toulouse que les 7 premiers compagnons de Saint-Dominique vont prononcer leurs vœux, 10 ans plus tard. Il y avait 8 Français, 7 Espagnols et un Anglais. Fangeau, à l'époque, était un fief cathare. Et il ne faut pas oublier que si le clergé avait eu la dignité et le zèle d'un Saint-Dominique, eh bien, il aurait été, s'il avait été moins lâche dans sa mission ou moins indifférent au service de Dieu, il est certain que le Fangeau n'aurait pas eu cette influence et que le catharisme n'aurait pas eu cette influence. Car le clergé était parfois, bien sûr, esclave de l'argent, du lucre, etc. C'est à Fangeau, donc c'est de Fangeau qu'en 1913, eh bien, Simon de Montfort, accompagné de Saint-Dominique, eh bien, va partir avec ses troupes pour la fameuse et grande décisive bataille de Muret. Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase de la guerre contre les Albigeois, ça va être l'ère des grandes batailles, entre donc Toulouse, le comte de Toulouse, et puis Simon de Montfort. Raymond VI de Toulouse était un curieux personnage. En 1209, il fit sa soumission, mais jamais sans accomplir ses obligations. Donc, selon ses intérêts, il pactisait avec les hérétiques, ou alors il marchait avec les croisés, contre un vassal qui était hérétique, pour des raisons opportunistes, de mauvaise politique, évidemment. En 1210, il est sommé de respecter ses engagements à un concile à Saint-Gilles, mais il va rester encore un peu flou. Alors, le légat du pape, Arnaud Amaury, bien juge qu'il ne pouvait plus lui faire confiance, vu sa tactique de gagner du temps, de finasser, etc., d'inertie. Alors, tout a une fin. En février 1211, il est de nouveau excommunié. Alors, le comte réunit une armée considérable, aidé par le comte de Foix, le comte de Comminges, le vicomte de Béarn, le sénéchal Savary de Mauléon, auxquels s'ajoutent de nombreuses milices bourgeoises un peu partout. Simon de Montfort, lui, a en soi le champ libre, ce qui n'est pas pour maintenant pour lui déplaire. Il a une certaine maintenant ambition avec Toulouse, mais Toulouse va rester un gros morceau.
Alors on conseille avec raison à Simon de Montfort de prendre les devants et de s'emparer d'une ville avancée pour obliger Toulouse à sortir de son camp et ainsi le rendre plus vulnérable. Donc Simon s'avance sur les terres de Toulouse à la frontière à Castelnaudary. Et cela va donner lieu à la fameuse bataille de Saint-Martin-la-Lande. Donc l'avantage, elle est d'abord sur le comte de Foix et à ses routiers, mais ils vont commettre une erreur et ça va briser l'élan de la victoire. Ils vont commencer à piller des chariots d'un convoi de renforts plein de victuailles qui était destiné à Simon de Montfort pour Castelnaudary. Alors tout de suite, Simon de Montfort, avec l'œil avisé, voit l'erreur et contre-attaque. Et il les surprend complètement en plein pillage et ça va être la déroute alors que c'était une victoire qui s'annonçait pour le comte de Foix. On a là deux géants militaires, Simon qui est un chef lucide, déterminé, et puis Roger Raymond, chef courageux et tout aussi déterminé. Mais lui, c'était le comte de Foix. Alors devant ce revers, le comte de Toulouse lève le siège de Castelnaudary et revient sur ses terres. Donc on est en 1211. Peu à peu, Montfort va pénétrer dans le comté de Toulouse. Et donc Raymond VI va se servir va faire la carte diplomatie. Il va se servir de ses relations avec le roi d'Aragon, qui est le très catholique roi d'Aragon. Il était prêt à quelques accommodements à Toulouse au sujet de l'hérésie. Raymond VI il faut comprendre les liens, Raymond VI était, donc le comte de Toulouse, était l'époux de la sœur de Pierre II, roi d'Aragon. Et Raymond VII, son fils, était marié à la propre fille du roi d'Aragon. Donc ça crée des liens, évidemment. Donc Pierre II va si bien plaider la cause du comte de Toulouse à Innocent III que le pape va blâmer l'ambition de Simon de Montfort et va donner tort à Simon de Montfort. Et il va devoir rendre une partie de ses terres, de Comminges, de Foix et de Béarn. Alors les croisés sont consternés et ils vont contre-attaquer en demandant la réunion d'un concile pour justement enlever le masque au comte de Toulouse et montrer la fraude. Le pape finit par comprendre qu'il a été trompé par celui qu'on appelait le vainqueur des Sarrasins, le roi d'Aragon. Et en 1213, il demande à Pierre II de cesser de soutenir le comte de Toulouse et de se poser donc et de laisser Montfort tranquille. Alors cette lettre, au lieu de calmer le jeu sans le vouloir, elle va accélérer parce que les choses ont été trop loin et maintenant, en fait, Pierre II et comte de Toulouse comprennent qu'il faut agir vite parce que sinon ça va se retourner contre eux. Alors ils agissent vite et brutalement, ils vont prendre le château de Pujol, près de Toulouse, et ils vont y massacrer toute la garnison. Parmi eux, 3 des plus fidèles compagnons de Simon. Donc les croisés, bien sûr, vont penser à venger leurs camarades. 1213, septembre, le 8, Pierre II arrive en renfort à Toulouse et va commencer donc le siège de la place forte donc de Muret, au sud de Toulouse, où je vous ai montré. Simon est alerté, il quitte Fangeau et il se met en route directement avec les siens pour aller soutenir Muret. Entre Belpech et Saverdun, il va passer par la fameuse, mais maintenant qui est une ruine, abbaye de Boulbonne, dont il ne reste rien, et ceci non pas dû au cathare, mais aux zèles sacrilèges des protestants qui ont tout détruit. Boulbonne, c'était la Saint-Denis des comtes de Foix, donc la sépulture des comtes de Foix. Donc dans cette chapelle de l'abbaye, Simon de Montfort pose son épée sur l'autel et fait cette prière: Ô bon Seigneur, ô béni Jésus, tu m'as choisi bien qu'indigne pour conduire la guerre. En ce jour, je prends mes armes sur ton autel afin que, combattant pour toi, j'en reçoive justice en cette cause. Puis, le 11 septembre au soir, tout le monde est réuni pour la future bataille. Le but du roi d'Aragon est non seulement de prendre Muret, mais aussi d'abattre définitivement la puissance de Montfort. Alors, les croisés sont environ 1000 chevaliers enfermés dans cette ville qui est mal fortifiée et aidée seulement de 700 hommes de pied, avec des vivres pour 24 heures. Donc, la situation n'est pas brillante. En face, donc la volonté, lui aussi, Simon de Montfort veut agir vite, parce qu'il sait très bien que là, on ne peut pas attendre indéfiniment. En face, ils sont 4000 chevaliers et 40 000 hommes. Donc le rapport de force est net.
Donc la bataille qui se prépare va être violente. Les uns sont décidés d'en finir et les autres ont la force. Mais cette bataille qui se prépare va être un non-sens pour la chrétienté. Pierre II, c'est, je vous l'ai dit, le roi très chrétien qui se bat contre des croisés. Les Toulousains sont quasiment tous catholiques, mais ils affrontent le camp de leur évêque, l'évêque de Toulouse, qui s'est retiré de Toulouse. Parce que les catholiques de Toulouse ne veulent pas donner tort à leur comte, qui pourtant était biaiseux. Donc dans cette bataille, l'hérésie albigeoise passe en fait en second plan. La réalité, c'est que ce n'est pas une guerre entre hérétiques et catholiques, c'est une guerre entre méridionaux coalisés contre ceux du Nord, qui étaient les croisés. Et ça, c'est dommage. Alors le lendemain, les croisés vont pénétrer discrètement mais violemment et en ordre dans le camp ennemi, vont les surprendre, et surtout, ça les surprend en plus que de quelques heures, ça précède leur propre offensive. Donc les méridionaux sont surpris, ils vont réagir, mais en désordre. La charge des croisés va être victorieuse et va même produire la mort accidentelle, pas voulu, mais dans la bataille c'est comme ça, la mort de Pierre II, le roi d'Aragon. Et cette mort du roi va semer l'épouvante dans le camp des Aragonais. Les milices de Toulouse, elles, sont postées à Saubins, et en voyant arriver les croisés, elles ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'elles ne les attendent pas de ce côté-là, et ça va être le sauve qui peut. On reprend les bateaux et on retourne à Toulouse. Donc une panique et puis avec beaucoup de morts. Le soir, alors que les croisés n'ont pratiquement aucune victime, il y a une bonne dizaine de milliers de morts qui sont sur le champ de bataille. Donc c'est une grande défaite pour le comte de Toulouse. Simon prend le temps d'aller à pied à l'église, remercier le bon Dieu, et le corps de Pierre II sera rendu aux frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et ce roi sera pleuré des deux côtés, parce qu'on l'estimait des deux côtés. C'est un roi très chrétien, victorieux contre les infidèles, qui était la terreur des Sarrasins et qui va mourir en terre d'Occitanie pour avoir voulu prendre les armes contre la croisade albigeoise. C'est triste, c'est du gâchis. Ensuite, vraiment, on arrive à la bataille de Toulouse, qui va s'étaler sur 4 ans, 1214-18. C'est la 14-18. Toulouse était la capitale du Languedoc et siège des comtes depuis Frédelon en 850. Son premier évêque, c'est Saint-Cernin, qui a été martyrisé le long de l'actuelle rue du Thor, nom qui fait allusion à son supplice, car il a été attaché à un taureau et traîné dans la ville jusqu'à l'actuelle église Notre-Dame du Taureau. Et on a un beau, à l'abbaye de Saint-Hilaire, dans l'église, il y a un autel décoré par Cabestany, le fameux sculpteur de la région, le Languedoc, et qui représente justement Saint-Cernin attaché à un taureau. C'est très très beau. Allez voir ça vaut le déplacement. Donc à l'époque, Toulouse possède un évêque assez original, Foulques, c'est son nom. D'abord, c'était un troubadour célèbre, et puis il va passer de l'amour des femmes à l'amour du bon Dieu. Il va devenir abbé de cistercien, puis abbaye du Toronnais, puis abbé, et puis il va briller par son zèle catholique, évidemment, il va prêcher les hérétiques, exhorter les fidèles, il va intervenir auprès du pape, il va fulminer excommunication contre Raymond VI, et il va soutenir Simon de Montfort. Donc ce sera lui qui va protéger particulièrement Saint-Dominique et son nouvel ordre. Toulouse aura la gloire d'être le premier lieu de fondation de l'ordre dominicain. Et plus tard, de recueillir le corps de saint Thomas d'Aquin. Donc en 1211, quand les Toulousains s'obstinent à rester fidèles à leur comte excommunié en raison de l'aide qu'il apporte aux hérétiques, eh bien Foulques va jeter l'interdit sur la ville. Plus de sacrement. Et il quitte la ville avec son clergé. Donc la ville, bien qu'en plaine, était solidement fortifiée. Et Montfort va entamer un siège, mais avec trop peu de monde, donc un siège inefficace. Et au bout de 12 jours, il se rend compte de l'inanité de son projet et il lève le siège. Il faut attendre 1214 pour que ça rebondisse un peu. Avril, je veux dire. Il y a 7 consuls de Toulouse qui s'engagent devant le cardinal légat du pape
Pierre de Bénévent, de chasser les hérétiques de la ville et de ne plus donner secours au comte, ni à son fils, et en gage, il donne des otages. Quelques jours plus tard, Raymond VI fait lui-même sa soumission, mais dans le secret espoir de rester maître de son comté. Donc c'était par politique. Il a lieu un concile à Montpellier, le 8 janvier 1215, mais au lieu de décider de prendre acte de sa soumission et de lui redonner ses terres, vu son passif, ce concile décide de donner les terres à Simon de Montfort. Alors là, ça ne va pas plaire au comte de Toulouse. Et en plus, la décision est confirmée par le pape. Donc Raymond doit s'exiler, d'abord en Angleterre. Il va revenir ensuite. Mais donc ça va exacerber la situation en fait. Simon n'avait pas été nommé par les bulles papales, n'avait été nommé par le pape que gardien de Toulouse, et pas comte de Toulouse, mais un concile plus tard, le concile de Latran, va confirmer et va donner le titre de comte de Toulouse à Simon de Montfort. Et ça, les Toulousains ne l'acceptent pas. C'est un nordiste. Il n'y a rien à faire chez nous. Il a beau être catholique, il n'y a rien à faire chez nous. Alors, le concile a pitié du jeune fils du comte et il va céder, il avait 18 ans, et on lui donne un fief et puis un marquisat en consolation. On est donc maintenant en 1216. Et il y a eu bien des émeutes pour que Simon de Montfort mette un peu d'ordre à Toulouse. On peut dire qu'à cette époque, depuis Muret, depuis cette victoire, Simon de Montfort a changé. Il est moins désintéressé. Maintenant, il commence à avoir une ambition par rapport. Le comté de Toulouse lui fait tourner la tête, quoi. C'est quand même, c'est pas rien. Et pendant ce temps, lui, Raymond VI, qui est en exil, n'a pas du tout envie de laisser son comté à ce nordiste. Donc, un nouveau conflit se prépare. Nous sommes maintenant le 13 septembre 1217, et par un coup d'audace, et dans le plus grand secret, Raymond VI pénètre dans sa ville. Alors là, ça va être l'hystérie, l'enthousiasme, la folie, tout. Il est accueilli comme un roi. Et ça va être le signal d'un massacre de tout ce qui est français, c'est-à-dire tout ce qui est nordiste. Alors Alice de Montfort, son épouse, va se retrancher avec ses enfants et quelques chevaliers dans le château Narbonnais à Toulouse, et va vite dépêcher des messagers à son mari, à son beau-frère, à son fils, pour demander secours. Pendant ce temps, Toulouse reconstruit ses murailles qui avaient été abaissées. Le 22 septembre, des renforts arrivent au château Narbonnais. Quelques sorties sont tentées, mais vaines, bien sûr. Toute la ville est contre le château. On s'observe d'abord de part et d'autre, puis les Toulousains, de la défensive, passent à l'offensive. Beaucoup de sang va couler pour rien, ça ne change pas la situation. À Calmy pour la Pâque 1218, c'était le 15 avril, et puis à la Pentecôte, eh bien, les camps se sont encore rebattus, mais s'épuisent mutuellement. Donc, malgré des prouesses, rien de décisif ne s'est fait depuis 8 mois. Et ça fait maintenant 10 ans de lutte, cette croisade dure. Donc, on est un peu lassé dans le camp de Simon de Montfort. D'autant plus que, pour plus d'un baron, Simon de Montfort fait un peu figure d'usurpateur par rapport au comté de Toulouse, quoi. C'est pas. Alors finalement, eh bien, c'est la Providence qui va régler le problème, si on peut le dire. Simon de Montfort va être tué accidentellement par une pierre lancée des remparts qui vont le toucher mortellement alors qu'elle allait porter secours à un de ses beaux-frères blessés. Ceci a eu lieu donc le 25 juin 1218 et il y a une plaque rue Rességuier entre le Parc Royal et la rue Ozen qui rappelle ce fait à Toulouse, la mort de Simon de Montfort. Donc on peut penser qu'il avait quand même certainement voulu aller trop loin en prétendant abattre la dynastie des Raymond à Toulouse. Et surtout, il a fait des erreurs politiques. On ne prend pas possession d'une ville prospère et fière, comme était Toulouse, par la seule force, en accablant d'amendes. Ça crée des gilets jaunes, tout ça. Le 25 juillet 1218, les croisés donc lèvent le siège, vu la mort du chef, et emmènent le corps de Simon. Provisoirement, ils l'enterrent dans l'église Saint-Nazaire à Carcassonne. Ensuite, beaucoup de décès vont arriver. Raymond VI meurt, toujours excommunié en 1222. Son corps ne sera pas enterré en terre bénie. Son crâne est pourtant conservé par les hospitaliers de Saint-Jean. En 1223, c'est Raymond Roger, le comte de Foix, qui décède, qui rend son âme à Dieu.
Alors en 1924, il y a une trêve qui est signée entre Amaury de Montfort, fils, et Raymond VII, fils, et Roger Bernard, fils de comte de Foix. Amaury de Montfort, lui, quitte le Languedoc, c'est pas sa région, il retourne en France, dans le nord, prend le corps de son père et l'enterre sur ses terres de Haute-Bruyère, près de Rambouillet, donc à quelques kilomètres de Paris. Et il va léguer tous ses droits sur le comté de Toulouse, eh bien, au roi de France, à Louis VIII. La réconciliation a pu se faire, mais les hérétiques vont relever la tête. Il y aura un concile cathare à cette époque-là à Pios, donc près de Limoux. Donc il va falloir que l'Église reprenne le sujet. Donc Honorius III va confier à ce moment-là la croisade bien, au roi de France. Elle demande à Louis VIII d'intervenir. Ça va avoir lieu en 1226 avec une grosse armée considérable. Donc là, ça va globalement calmer le jeu de toute la plaine, de tout le soutien catholique dans la plaine au Cathare. En 1229, Raymond VII de Toulouse fait sa soumission au roi Saint-Louis et il s'engage à donner sa fille unique en mariage, donc Jeanne, à Alphonse de Poitiers, qui était le frère de Saint-Louis. Donc ainsi, c'était à montrer sa bonne volonté. Mais ils n'auront pas de descendance et donc c'est ainsi que le comté de Toulouse va rentrer sous l'autorité royale. Réconcilié avec l'Église, avec la France, Raymond VII va accepter les mesures prises par le Concile de Toulouse pour le maintien de la foi catholique. Donc on peut dire que le but de la croisade était à ce moment-là atteint, en 1229 avec la soumission du comté. Mais la dernière partie, peut-être la plus connue aussi d'une certaine manière, ça va être les derniers refuges cathares, donc les cathares qui vont de fuir plus en plus dans les Hautes-Pyrénées. Et qui vont être des foyers d'hérésie jusqu'au milieu du siècle, donc jusqu'à 1255, où là on peut dire que la page cathare se tourne définitivement. Et donc elle va rebondir, donc 1929, soumission du comté de Toulouse. Ensuite, il ne se passe pas grand-chose, sauf 1214, ça recommence. Puis 1955, c'est fini. Voilà ce qu'il nous faut voir pour conclure. Donc c'est dans les Pyrénées que l'hérésie va pénétrer le plus profondément et qu'elle va résister le mieux, à cause, bien sûr, du contexte géographique, géopolitique. C'est une région très difficile de pénétration, et donc c'est idéal pour le refuge cathare. Foix sera le centre de cette résistance, et pourtant Foix va être le seul comté à sortir indemne de la crise albigeoise. Son comte était intelligent. Roger Bernard a su non seulement garder ses droits sur ses terres, mais il les a même agrandis. C'est son habileté. Le comté de Foix donc devait préserver son indépendance jusqu'à Henri de Navarre, qui sera le dernier comte de Foix. Une fois qu'il devient roi de France, et ça fait comme pour Toulouse. Alors, avant d'arriver à Foix, on passe par Pamiers. Et une anecdote qui est souvent tue par les adeptes modernes des cathares, car vous savez, aujourd'hui, c'est très touristique. Partout, c'est terre cathare, les pauvres cathares, et puis avec la propagande habituelle. Mais je n'ai encore jamais vu cette anecdote racontée, parce qu'elle peut faire comprendre pourquoi cette réaction de la croisade albigeoise. Donc voici cette anecdote. Nous sommes donc à côté de la cathédrale de Pamiers se trouve l'abbaye Saint-Antonin, qui a été fondée au VIe siècle pour veiller sur les reliques du saint martyrisé en 506. La ville donc va naître de la prospérité de l'abbaye, et donc l'abbé, le père abbé, partageait l'administration de la ville avec le comte de Foix, en raison de cette historique. Mais ce n'était pas du goût du comte de Foix de l'époque, de Raymond Roger. Alors un jour, il a eu l'idée d'envoyer 2 chevaliers installer sa mère, qui était une parfaite cathare, ou une cathare parfaite, donc le summum de la hiérarchie chez les cathares, et il impose cette femme cathare à l'abbaye. Bien sûr, les moines refusent cette présence de cette femme et de cette femme hérétique, mais un des chevaliers va lui faire comprendre qu'on ne désobéit pas au comte et va tuer le chanoine. Un coup d'épée. Et il le dépèce sur l'autel pour impressionner les autres moines. Ah oui, ça impressionne, je veux bien croire. Alors,
Sur ce, Raymond Roger vient avec ses troupes en renfort, chasse les moines, loge 3 jours dans les bâtiments, puis va démolir une partie du monastère comme signature. Alors, vous comprenez qu'on avait peut-être besoin d'un renfort militaire dans cette région. Non loin de là, au château de Castella, se tient en 1207 un colloque entre cathares et catholiques. Il y avait Saint-Dominique, l'évêque d'Osma, le frère Étienne, l'évêque de Toulouse, Foulques, l'évêque de Saint-Lizier, qui, tout cela, représentait l'Église catholique. Et parmi les parfaits, en face, il y avait l'influente, justement, Esclarmonde, qui était la sœur de Roger Raymond, elle aussi une grande cathare. Elle était là. Et ce qui a valu cette apostrophe de l'évêque d'Osma, « Dame, allez donc filer votre quenouille, ce n'est pas à vous de prendre la parole dans une assemblée comme celle-ci. » Mais à cause de l'influence du comte, eh bien, la sœur du comte avait le droit à participer à cette dispute. En 1209, l'abbé de Saint-Antonin va donc demander l'aide et la protection à Simon de Montfort. Et Pamiers va être pris facilement et sécurisé, et ainsi la troupe cathare descend et se réfugie à Foix. Alors maintenant, en 1214, Raymond Roger, qui a toujours affirmé personnellement son attachement à l'Église, va faire sa soumission. Il va même, de manière intelligente, céder son château au cardinal légat de Bénévent. Puis en 1215, eh bien, il va défendre ses droits, ses terres, et il va dire ceci: « Si ma sœur, Esclarmonde, s'est mal conduite et a été pécheresse, je ne dois pas, pour ses péchés, être ruiné. » Ce qui tient la route, et il aura gain de cause. Alors, perdant foi, les cathares vont descendre et vont trouver refuge à l'intérieur des montagnes. Nous sommes en 1916, Foix est toujours occupé par les croisés. Roger Bernard, le fils de Raymond Roger, fait construire un château sur un piton de 629 mètres à Roque-Fixade. Impressionnant, ça vaut le coup aussi d'y aller. Mais il sera pris par un siège. Auparavant, Raymond de Péreille, un cathare, avec ses proches, lui il était prévoyant, fait fortifier le pic de Montségur. C'est le château le plus connu, hein, c'est un des refuges les plus connus. On verra la suite plus tard. En 1929, souvenez-vous, c'est le comte de Toulouse qui fait sa soumission. Et donc, en 1929, dans une belle église romane, à Saint-Jean-des-Verges, eh bien, Roger Bernard II, fils de Raymond Roger, fait lui aussi une paix durable avec l'église et avec son roi, puisque son suzerain l'a fait. Il promet alors de purger son domaine de l'hérésie et il rend les biens volés à l'église. Voilà la paix qui se faisait. Revenons-en un peu quelques années plus tard, en 1232. Pour fuir l'Inquisition, Guilabert de Castres, qui était un évêque cathare, va rejoindre Esclarmonde à Montségur, où elle résidait depuis 1215. À l'arrivée de l'évêque cathare, eh bien, cette arrivée va faire un appel d'air et va faire encore beaucoup de cathares vont suivre son exemple et donc vont se réfugier à Montségur. Alors le château, il est très petit, si vous avez déjà vu, hein, le château de Montségur, il n'est pas très grand, donc c'est à côté du château et derrière surtout, ou le côté le plus protégé, on va construire en planches, en bois, eh bien, une quantité de baraques pour accueillir ces cathares. Alors Montségur a pu jouir d'une réelle tranquillité jusqu'en 1242. Vous voyez, donc ils étaient loin dans leurs Pyrénées, bon, ils faisaient pas de bruit, l'église les laissait dans leur coin. Voilà comment ça s'est passé depuis la paix, pendant plus de 15 ans. Mais on retenait bien les dates. Hein. Mais cette année-là, Raymond VII de Toulouse va se rebeller contre le pouvoir royal. Alors il va y avoir une agitation bien sûr qui va être dans toute la région et les cathares vont en profiter pour ressurgir. Puis dans le même temps on apprend qu'un tribunal de l'Inquisition, car ils étaient toujours dans la plaine, donc 2 dominicains, 2 franciscains, accompagnés du grand inquisiteur Guillaume Arnaud, se trouve à Avignonnet, hein, donc c'est sur la route entre Toulouse et Carcassonne. Et on sait qu'ils vont être là le 28 mai. Alors Pierre Roger de Mirepoix et plusieurs bannis de Montségur, qui étaient réfugiés là, excommuniés, justement excommuniés par ce Guillaume Arnaud, eh bien, veulent profiter de cette venue et se venger pour régler leur compte. Alors ils vont monter une expédition de nuit qui va surprendre tout le monde et ils vont réussir sans difficulté à massacrer les 5 inquisiteurs.
Alors voilà aussi un fait qui n'est pas très souvent rapporté dans les guides touristiques pour expliquer ce qui va se passer à Montségur quelques semaines plus tard. Parce que c'est pourtant ça qui est décisif dans la perte de Montségur. C'est cette expédition meurtrière qui va entraîner la perte de Montségur, qui vivait en paix et oublié depuis plus de 30 ans. Hugues des Harcis, sénéchal de roi de France à Carcassonne, bien sûr, est bouleversé de ce qui s'est passé, mais il comprend surtout que chaque ville est à la merci d'un raid meurtrier des Cathares qui sont réfugiés à Montségur. Bon, donc il faut mettre à bas Montségur. Et puisque les habitants de Montségur ne voulaient pas se faire oublier, eh bien on allait s'occuper d'eux. Alors on prépare une expédition avec l'archevêque de Narbonne, d'Albi et Guy II de Lévis. Une armée assez forte. Le château était à plus de 1200 mètres. Il était imprenable, mais on fait un siège dans ces cas-là. Et le siège va commencer fin 1243 jusqu'à 1244, donc plus de 6 mois. Lors de la reddition de Montségur, Pierre Roger de Mirepoix, bien que le chef et auteur du raid, avec sa femme et de nombreux autres chevaliers bannis, vont sortir des rangs des croisés, sains et saufs, libres, de gagner une nouvelle retraite, parce qu'eux, ils sont bannis, ils ne sont pas hérétiques. Ils ont été bannis parce qu'ils ont, à cause de la politique en faveur de l'hérésie, mais ils n'étaient pas hérétiques. Donc, on les laisse passer. Par contre, il restait donc le sort des parfaits qui étaient réfugiés là à régler, et tout le clergé cathare, avec leur évêque, Bertrand Martin, le successeur de Guilabert de Castres. Ils étaient environ plus de 200, 230, 260, je ne sais plus. Alors, on promet la vie sauve aux Cathares qui abjurent leurs erreurs depuis plus de 50 ans maintenant, qui a fait du mal. Tous refusent. Parce que là, on est au cœur du cœur et ils ne veulent pas. Parmi eux, il y a quelques personnages plus connus, tels que Corba, la femme de ce fameux Raymond Péreille qui avait construit Montségur. Sa fille aussi, Esclarmonde, la sœur du comte de Foix. Alors, on les fit descendre ce 16 mars 1244, et après un nouveau refus, donc après une nouvelle proposition, eh bien, on les condamne au bûcher, sur le lieu, donc un petit peu en bas du château, ce champ qu'on a appelé le champ des Crémas, parce que c'était là qu'on avait donc brûlé ces derniers hérétiques. Alors, les Cathares existent encore, certains avaient fui, et ils vont se réfugier maintenant plus au sud-est, vers Perpignan, avec ce fameux refuge assez beau aussi, cette citadelle, Quiribus, après Puylaurens, donc, qui était une petite Carcassonne de l'époque, dans le coin, Fenouillède, Perpétuse, apparaît donc Quiribus à plus de 800 mètres. Et c'est là qu'en 1255, toujours pareil, le sénéchal de Carcassonne va décider d'en finir avec ce repère hérétique. Le château va se rendre assez facilement et va devenir une garnison du roi de France. Il était un petit château puisqu'il n'y avait la place de loger que 20 sergents. Et remarquez-le bien, la différence aussi entre 44 et à cause du raid mortel meurtrier de Montségur qui a conduit à la perte de Montségur et avec les 200 bûchers en 1944. Là, nous sommes en 1955. 10 ans plus tard, il n'y a plus aucun danger, Cathare. C'est juste un dernier refuge qu'il faut éliminer, et là, il n'y a aucun bûcher. C'est dispersez-vous, on ne veut plus vous voir. Il n'y a plus de danger, le bien commun n'est plus en danger, on les laisse partir, tels que. Mais en tout cas, avec ces Cathares, disparaît l'église cathare telle que la région l'avait connue. Voilà. Nous avons donc fini avec l'évocation historique de la croisade contre les Cathares. Gardons bien toutes ces dates en mémoire, toutes ces anecdotes qui vont nous permettre de pouvoir poser un jugement sur le jugement lui-même qu'a posé Monseigneur Echenne, ce qu'il nous faut maintenant voir.